Donc notre intention avec ce live, c'est de vous partager au travers des expériences que nous avons pu vivre sur des expériences d'accompagnement d'habitat partagé, de jardin partagé aussi, de tiers-lieux, des lieux dans lesquels il y a du collectif. La composante collective est importante. C'est de vous partager ce que nous avons pu, observer d'une part, en termes de fonctionnement, au regard, des 3 piliers systémiques qui régissent la vie des systèmes, en particulier des groupes humains. On va y revenir au fur et à mesure, mais donc l'idée, c'est que pendant notre exposé, nous allons partir de cas concrets, sur lesquels bien sûr la confidentialité sera garantie parce que ça a été des accompagnements professionnels. Donc, en toute confidentialité, quand même en donnant quelques détails, concrets, parce que c'est ça aussi qui permet de comprendre ce qui se passe vraiment dans ces lieux-là. Et bien d'utiliser ces expériences pour vous partager, vous faire comprendre, ce que sont ces 3 piliers, systémiques, comme des angles de vue qui peuvent amener une profondeur de champ extrêmement importante, notamment dans les moments où ça coince. Voilà, c'est là où on va mettre notre focus parce qu'on n'a pas de doute que les moments où ça coince pas, ben, tout fonctionne, il y a de la joie, il y a de l'énergie qui circule et donc voilà, en tout cas, on va se focaliser là-dessus. Et puis avant de rentrer dans la première thématique, bah, peut-être simplement un petit mot personnel. Qu'est-ce qui fait, à titre, perso que je suis là aujourd'hui? Donc, je m'appelle Bruno, heu, j'ai 43 ans, je vis, dans l'Ain, donc entre Lyon et Genève, hem et j'ai un cursus professionnel, je vais dire composite, dans lequel encore aujourd'hui je travaille, à temps partagé avec 2 activités différentes. Une activité historique dans laquelle je suis, ingénieur, je suis responsable technique dans une entreprise qui fabrique des ponts et des passerelles. Donc c'est des cordons de soudure, c'est des tailles de boulons, voilà, donc c'est une partie de mon activité. Et puis l'autre partie de mon activité, depuis 5-6 ans maintenant, où j'accompagne des groupes en facilitation et notamment avec, l'outil systémique donc que nous allons utiliser aujourd'hui. Hem et je suis très heureux de participer à ce live, et ce que je vais faire, je te passe la main Justin, si tu veux dire un petit mot pour te présenter, pour que Ouais, les participants puissent comprendre d'où ouais, tu ouais. viens. Merci Bruno. Alors moi, je suis basé à Besançon, j'ai 40 ans et j'ai un parcours aussi, d'ingénieur système réseau dans l'informatique, que j'ai, transitionné, il y a 5 ans maintenant et actuellement, j'ai plutôt un profil de facilitateur effectivement, et d'accompagnant en dynamique de groupe, en posture, en leadership, ce genre de périmètre. Moi, ce qui m'anime dans ce live-là, c'était de vous partager cette vision innovante qu'est la systémique telle que nous l'animons, la puissance de cet outil aussi, et surtout un élan fort pour contribuer au projet de transition tel que vous les portez. Nous allons explorer du coup 3 cas concrets qu'on a pu visiter, accompagner, notamment Bruno. Et on va explorer du coup le premier cas. Pour un sujet de confidentialité, évidemment, on ne va pas vous dire où est-ce que c'est et de qui ça parle précisément. On va rester dans des éléments très factuels et concrets. Et du coup, Bruno, ben, je te laisse démarrer avec le cas A. Merci. Donc, le premier cas dont, nous avons envie de vous parler, c'est un cas donc d'habitat participatif. C'est un logement au moment de l'intervention, c'est un logement qui est terminé depuis environ 1 an, qui est en construction depuis 3-4 ans, donc il y a eu beaucoup de construction. C'est sorti de terre, hein, complètement, donc une phase de construction matérielle très importante. Hem, des situations de vie et de famille qui ont évolué, parce que 3-4 ans, il y a des choses qui se passent. Donc, voilà, il y a des choses qui ont pu bouger au niveau de certaines familles, certains couples, qui sont des choses qui arrivent. Il y a des nouveaux arrivés, voilà, dans cet environnement, je vais dire, dans cet écosystème. Au niveau de la taille de cet habitat, ça regroupe, 6 familles, qui peuvent être des familles, soit, simplement de 2 adultes ou des cellules familiales avec des enfants, 2 ou 3 enfants. Donc c'est assez composite, tout voilà, c'est pas le comment dire? Les géométries familiales sont différentes. Hem, Ce que j'ai ressenti, en arrivant dès le démarrage avec ce groupe-là et je trouve ça intéressant, c'est que pour chacune des personnes, j'ai trouvé un cœur, mais gros comme ça, de la générosité,
dans leur façon d'accueillir, dans leur façon d'aborder, donc vraiment des gens avec beaucoup de présence. Et la raison, qui a nécessité, qui a fait ma venue, c'est une situation de conflit, je vais le dire comme ça, avec une sensation de la part de certaines personnes du groupe, de se sentir, rejetés, vraiment mis à l'écart, avec des sensations aussi en arrière d'inéquité, d'inégalité sur la répartition des logements, sur, peut-être des questions de taille, d'exposition, enfin voilà, et ça vraiment qui était quelque chose qui provoquait très clairement de la tension. Et comment ça s'observait ça au niveau physique, dans le quotidien? Et ben, une communication qui se faisait de plus en plus par mail, donc de moins en moins de face à face, de moins en moins de réunions, une sensation de formation de sous-groupes et de clans, et plus ou beaucoup moins de réunions de gouvernance, donc pour discuter de comment on s'organise, voilà. Donc ça, c'est ce qui était observé par le enfin, c'était ce qui était observable, pardon, dans leur quotidien. Donc ça, c'est un petit peu le contexte, hem et du coup, je vais le prendre sous un 1er angle parce que, hem, je vais dire, débarquer dans un environnement, le facilitateur que j'étais ne connaît pas du tout cet environnement, et donc je me fais mes premières idées, voilà, pour essayer de percevoir, qu'est-ce qui est en train de se passer, et notamment, au travers de ces piliers de la systémique. Et le premier point qui a attiré mon attention, c'est cette notion de nouvel arrivant. Nouvel arrivant notamment, au moment d'un changement familial, enfin voilà, évolution de couple comme il en arrive. Hem, Parmi les choses qui m'ont interpellé, il y a eu le fait que, il y a ce sentiment, premièrement, il y avait ce sentiment de la part de cette personne de pas d'intégration, voire de rejet de la part du groupe, d'être pas pareil, pas comme eux. Et en questionnant le groupe, eh ben, j'ai pu découvrir que, en fait, il y avait pas forcément de processus dans ce groupe-là, où il y avait pas encore eu à l'époque de réflexion qui avait été menée sur la façon d'intégrer un nouvel arrivant. Parce que un habitat participatif, d'autant plus avec des personnes qui l'ont créé, il est vraiment sorti de terre cet habitat. Hem, il y a des gens qui étaient là dans le projet au démarrage, et puis il y a quelqu'un qui arrive. En fait, il y avait déjà un écosystème qui était là quelque part. Donc cet écosystème, à quel point est-il, heu, capable, ou qu'est-ce qui s'est donné comme moyen pour réussir à faire rentrer des nouvelles personnes, à laisser partir des personnes qui veulent partir? Et en fait, à cet endroit-là, là, il c'est un des points sur lesquels il est facile que ça coince sur cette notion d'entrée-sortie, d'intégration. Ouais, j'ai envie de prendre la suite du coup sur cette thématique-là, parce que ça touche directement une des premières lois qu'on nomme piliers aussi ou règles, la notion d'appartenance. Dans un système, alors on imagine un système, là c'est un écolieu, un écoquartier, un habitat partagé, c'est l'ensemble du périmètre où il y a tous les acteurs à l'intérieur. Typiquement, le modèle classique que j'utilise, c'est le système familial. On a un ensemble d'éléments, papa, maman, les enfants, comme un mobile que vous trouvez au-dessus des lits des enfants. Et, ben, chacun a une place particulière et un rôle particulier. Et dans la notion d'appartenance, c'est un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là dans ce cas? C'est il y a quelqu'un qui sort, un compagnon qui s'en va et un nouveau compagnon qui arrive. Voilà. Comment ça vient influer cette notion d'appartenance dans le système? Et quand il y a des sensations d'exclusion, ben voilà, c'est un déséquilibre qui se révèle en fait dans la loi d'appartenance. C'est quand il y a un moment donné dans le système, il y a quelqu'un qui se fait éjecter ou qui s'éjecte tout seul, qui s'exclut tout seul. Il peut y avoir aussi des éléments qui sont oubliés volontairement parce que c'est trop dur à voir, parce que c'était trop intense, parce que c'était trop longtemps peut-être. Et il peut y avoir aussi des éléments qui sont inconnus, c'est-à-dire qui sont liés à du passé et on n'a pas conscience de ça. Donc à ces endroits-là, en fait, c'est présent inconsciemment là dans le champ. Quand je dis le champ, c'est tout ce qui relie le système et ça touche la notion d'appartenance. Ça, c'est la première règle, le premier pilier. En complément, le deuxième pilier, c'est la notion d'ordre, où rentre en jeu la notion d'ancienneté. Voilà, qui était le premier arrivé, le deuxième, le troisième, le quatrième. Ça, il y a beaucoup d'endroits où on a perdu ces critères-là, ou alors c'est confus. Et ça touche aussi la notion de rang, voire de rôle dans le système.
Et pour ça, du coup, Bruno va vous expliquer une autre analyse qu'il a faite de cet accompagnement. Effectivement, dans ce même habitat, dans ce même endroit, parmi les choses qui ont attiré mon attention, il y en a eu une seconde, elle vient de la forme de la demande que j'ai reçue. La forme de la demande que j'ai reçue, c'était la suivante: c'est une personne, du groupe qui m'a appelé pour, me partager ses ressentis, ses besoins. Et pour le coup, là, c'est venu me chercher sur la notion de l'ordre parce que, si j'interviens au service d'un groupe, bah, quelque part, c'est le groupe qui me fait la demande, pas une simple personne. Toute légitime qu'est cette personne pour, ressentir ce qu'elle ressent, pour, je dis pas qu'il y a pas de travail à faire, c'est juste que intervenir pour un groupe, c'est parce que le groupe demande ou alors c'est intervenir pour une personne à la demande d'une personne. En tout cas, ça, c'est vraiment venu questionner assez tôt, la notion de l'ordre et du coup, ce qui a été fait par rapport à ça, moi, enfin, ça a été très simple. On a discuté avec cette personne-là de dire: «Beh, OK, c'est important, si j'interviens pour le groupe, c'est important que la demande vienne du groupe» et du coup, hop, cette demande a pu être relayée dans le groupe. Ils en ont parlé entre eux et puis ils ont comme affiné, qualifié cette demande pour qu'elle soit bien pour s'assurer qu'en termes d'ordre, on est bien au service du groupe lui-même. Donc, je poursuis, sur la 3e branche, qui a attiré mon attention, hem, qui vient plutôt sur le 3e pilier, qui est la notion d'équilibre, qui était quelque part ce qui était un peu, au cœur du désaccord, au cœur des frictions. Cette sensation d'inéquité entre les logements, voilà. Hem et et effectivement, les logements avaient été distribués d'une certaine façon, et ils avaient été distribués avec certains critères et il y avait des critères qui étaient, équivoques et qui ont été discutés et très probablement, comme le disait Justin tout à l'heure, il y avait des critères probablement qui étaient sous-jacents. Alors moi, j'étais pas là au moment des distributions, mais parmi les critères sous-jacents peuvent rentrer en jeu, hem, qui était là avant, peut-être qui a initié le projet, peut-être, on peut imaginer plein de critères qui peuvent rentrer là-dedans. Je ne vais pas donner trop d'exemples. En tout cas, ces critères-là, ils existent et quand je dis ils existent, c'est que en arrière, au niveau psychologique, ça peut jouer, du style: «Hey, c'est moi qui ai monté le projet et cette maison-là, elle me fait très envie. Donc, heu, peut-être moi, je me sens légitime d'en faire la demande ou d'aller vers celle-ci» et en fait, psychologiquement, il peut se passer la même chose chez les personnes qui sont autour. Ah bah oui, c'est normal, il était au démarrage, donc c'est normal qu'il passe en premier. Simplement, la différence, c'est que ces critères-là, quand ils sont sous-jacents, on s'en rend pas compte au moment où ils agissent et quelques mois, années après, on peut se dire: «Hey, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, là?» Parce que les critères affichés qu'on avait donnés, je me rends compte qu'on n'était pas tout pile par rapport à ces critères affichés. Et donc là, en fait, on peut avoir une dynamique profonde qui est venue influencer sur une certaine décision et ça peut effectivement créer cette sensation de déséquilibre. D'où cette, voilà, ce regard sur cette notion d'équilibre. Alors, hem le parmi les choses importantes sur cette notion d'équilibre, c'est que l'équilibre, là, on est en train de parler de système et de système vivant. Et dans un système vivant, en fait, ça bouge en permanence. Et oui, effectivement, ma situation de famille peut changer. Et oui, je peux, avoir de nouveaux désirs, de nouvelles envies et je peux ne plus me trouver en équilibre. La question que ça va poser au système, c'est comment sommes-nous capables collectivement, parce que c'est une affaire collective, comment sommes-nous capables collectivement d'adresser cette question d'équilibre et de décider ensemble quoi en faire et comment se réorganiser avec ça? Ouais, et du coup, moi, ça me permet de clarifier aussi pour vous des éléments importants autour de la systémique. C'est la notion de dynamique. Une dynamique, c'est quoi? C'est un élément inconscient qui existe là, qui est prédominant à un moment donné. C'est comme le haut de l'iceberg. Voilà, c'est ce qu'on voit. Ça, c'est le symptôme qui apparaît 3, 4 mois, 6 mois, 2 ans après. Et en bas, il y a tout le socle. Et donc, cette dynamique, c'est le mouvement que fait ce socle-là dans le système, dans le champ. Et c'est là-dessus, nous, qu'on s'appuie en accompagnement. On essaie de capter d'où vient la dynamique, où est-ce qu'elle est, de quoi elle parle.
Et dans ce que nomme Bruno sur l'inéquité au niveau des logements, la notion d'équilibre, c'est la troisième pilier, c'est la troisième règle très très importante dans le champ d'application des constellations de la systémique. C'est la notion de donner-recevoir, de s'assurer que ces flux entre ce que je donne, ce que je transmets et ce que je reçois ou ce que je prends est relativement équilibré. Ça traduit la notion de circulation d'énergie entre les éléments du système. Il y a des moments, notamment peut-être si je prends le modèle familial ou le modèle personnel, il y a des gens qui sont très très attachés à l'argent ou au bien, du coup qui l'empêchent de le prêter ou de le faire circuler. Et il y en a d'autres, ils sont plutôt à pas recevoir et n'acceptent pas les cadeaux. Donc c'est un peu à cet endroit-là que se joue la notion d'équilibre. Et tout ça montre que ça évolue, ça fluctue. À des moments, il peut y avoir des personnes qui sont plutôt en capacité de donner, qui ont des ressources, qui ont l'énergie, les ressources financières par exemple, des gens qui mettent un apport au début ou qui amènent des contributions matérielles ou alors du temps de travail. Et à d'autres moments, ça va être plutôt des gens qui auront besoin de se ressourcer parce qu'ils auront donné au préalable. Voilà. Et c'est pas de tu m'as donné, tu m'as prêté ta perceuse et je te dois du coup 2 heures de temps de travail. Ça se joue bien plus vastement en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que je donne à quelqu'un que je dois recevoir de lui, au contraire. Voilà sur la notion d'équilibre. Est-ce que tu peux, Bruno, nous donner un peu du coup l'issue de l'accompagnement? Comment ça s'est résolu ou comment ça a évolué? Ouais. Alors, je peux parler, je vais parler de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, dans le sens où, celui-ci, probablement qu'il va y avoir encore des étapes, mais en tout cas, hem, ce qui s'est passé, et qui a été, voilà, qui a produit des bascules. Premièrement, on a commencé par l'expression de ce qu'il y avait à exprimer. Parce qu'en fait, sinon, les émotions, elles existent, elles sont à l'intérieur, elles sont cachées et c'est déjà elles, je vais dire, qui pilotent un certain nombre de comportements. Donc les premières choses, c'est d'abord d'exprimer, c'est de mettre en lumière ces dynamiques sous-jacentes et le fait de les mettre en lumière, il se trouve que là, ça a provoqué un départ physique, alors au moins momentané, mais en tout cas, il y a eu, des personnes qui ont dit: «OK, stop, du coup, moi, j'ai besoin de m'éloigner parce que ça correspond pas à ce que j'ai envie de vivre». Donc en fait, le fait d'amener de la lumière sur ces endroits clairement qui étaient douloureux, hein, ils l'étaient depuis des mois, entre eux, mais le fait d'amener de la lumière, d'amener de la parole, ça amène un mouvement et alors, j'ai je veux juste dire un petit mot là-dessus et puis, je te laisserai le prendre, Justin. Dans les accompagnements systémiques, hem, il se peut à certains moments que ce que nous avons à mettre en lumière au service du système soit des choses douloureuses et désagréables qui provoquent des ruptures, parfois même, alors ça m'est pas arrivé sur des habitats participatifs, mais plus sur des dans le domaine associatif, parfois c'est simplement la mort du système ou la mort d'un état du système qui a besoin d'arriver. Et le facilitateur, il est là pour amener de la lumière sur ce dont il y a besoin pour le système et parfois c'est ça. Je te laisse peut-être dire quelques mots là-dessus, Justin. Ouais, ça touche la notion de cycle que je pourrais présenter ailleurs sur une autre vidéo, mais effectivement, quand j'initie un projet, il faut imaginer que de l'autre côté, il y a aussi la partie morte, la partie fin de ce projet qui aussi se consume et qu'à un moment donné, en fait, dans les groupes, les gens ont du mal à prendre du recul ou se l'autorisent pas ou c'est pas le moment et de savoir à quel moment je me trouve, à quel endroit je me trouve par rapport à cette étape, à ce cycle-là. Et c'est vrai que des fois, moi j'interviens aussi pour leur faire juste voir que là, c'est une phase de deuil, qu'il faut qu'ils se préparent à la rupture, elle est consommée depuis longtemps et qu'il faut accueillir le fait que le projet il se termine ou il doit complètement changer. Et ça, c'est enfin, c'est notre rôle aussi, voilà, de révéler ce qui est juste pour le système, non pas ce qui est juste pour la personne qui nous demande. Et ben, je te propose de passer sur le deuxième cas, nouveau contexte et nouveaux intervenants. À toi. Merci Justin. Donc deuxième cas, autre, autre lieu, d'habitat, partagé, un lieu qui a été créé depuis à peu près 5 ans, ça fait 3 ans qu'il fonctionne. C'est un lieu de vie dans lequel il y a à la fois de la vie pro, de la vie perso. Hem, pour le coup, dans ce lieu-là, selon ma perception, il y a un vivre ensemble, je vais dire, qui a été déjà bien travaillé. Au sens, des discussions sur les modes de gouvernance. Il y a une culture de faire ensemble, il y a des gens qui sont aussi formés à de la CNV. Il y a enfin, il y a ce soin à se dire: «OK, on va pas juste construire un bâtiment, mais
l'enjeu principal, un des enjeux majeurs, ça va être comment on va réussir à vivre ensemble. Donc là, il y avait eu déjà tout un travail, toute une certaine maturité d'apporter. Au niveau de la dimension, là aussi, ça regroupe, enfin, la dimension est assez proche de celui d'avant, 5 familles, là aussi avec des géométries différentes. Couple ou couple avec enfants, dans des âges différents. Voilà. Euh, Au niveau de la raison pour laquelle on a pris contact avec moi, c'est une sensation de lourdeur à un moment, de perte d'énergie dans le système global. Après avoir vécu plusieurs années manifestement de vie avec de l'entrain, là, bouf, il y a un truc de dire, oh, là, il est en train de se passer quelque chose. Il y avait selon moi une conscience assez aiguë qu'il était en train de se passer un truc, mais une difficulté, et c'est normal, à percevoir et à se dire, ok, mais en fait, sur quoi sommes-nous assis? Ils savaient qu'ils étaient assis sur quelque chose, mais sans forcément l'identifier. Et donc là, pour le coup, dans la demande, vu que j'en ai parlé juste au-dessus, sur l'exemple d'avant, c'est intéressant aussi. Là, le groupe lui-même, l'ensemble des participants du groupe, ils se sont réunis, ils ont déterminé ce dont ils avaient besoin, sur quoi ils voulaient être accompagnés. Ils ont même nommé un porte-parole. Et ce porte-parole a pris contact avec moi en disant, voilà, je suis porte-parole de ce groupe et nous voudrions réaliser tel accompagnement. Donc là, euh, voilà, on le sent, hein, dès la forme de la demande, ça a déjà pas tout à fait la même couleur, sans dire qu'il y en a un qui est mieux ou moins bien, c'est pas du tout ça. Simplement, en tant qu'accompagnant systémique, ça amène des éléments d'éclairage qui sont riches dès les premiers coups de fil. Euh, pour rentrer maintenant dans la partie accompagnement avec qu'est-ce qui s'est révélé, qu'est-ce qui a émergé au fur et à mesure de cet accompagnement. Justin a cité donc les 3 piliers tout à l'heure. Et en fonction des groupes, c'est pas toujours le même pilier qui arrive en premier ou qui attire l'attention. Là, ce qui est sorti, c'est le pilier de l'ordre, notamment avec ce qui s'est déroulé au fur et à mesure du travail, ce qui s'est mis dans la lumière, c'est que dans tout ce groupe, il y a plusieurs personnes qui sont arrivées à des moments différents dans le groupe, et il y a une personne qui est la personne qui était là du début, donc qui était la personne en fait initiatrice, qui a un peu parlé du projet, qui a un peu réuni des gens. Et cette personne-là notamment, elle se sentait à ce moment-là plutôt dans une énergie de retrait, de dire ouais, ok, là je vais juste me retirer un peu, je vais me questionner, je vais voir ce qui se passe. Et ce qui est apparu, en travaillant au niveau notamment, enfin en utilisant l'outil de la constellation systémique, ce qui est apparu, c'est que cette personne-là, elle avait un rang très particulier à l'intérieur du système. Je m'explique. Elle, Premièrement, elle était initiatrice. Donc, c'est elle qui a démarré le projet. C'est presque elle qui a rencontré chacune des personnes qui a adhéré au projet. Donc là, il s'est passé quelque chose de spécial parce que presque c'est elle qui a accueilli chacun dans le projet. Euh, Elle a manifestement une influence particulière dans sa façon de prendre la parole, dans sa façon de s'exprimer. Je vais appeler ça du leadership. En tout cas, elle a un leadership particulier. Et ce que nous avons découvert aussi, au fur et à mesure des échanges et des discussions, c'est sorti de façon tout à fait spontanée et inattendue. Mais il se trouve que cette personne-là, elle a aussi, de par ce qu'il y avait à faire pour que le projet avance, à un moment, il fallait signer des papiers fonciers, administratifs. En fait, c'est son nom qui est sur les papiers. Et bien ça crée quelque chose de très particulier dans le système, dans la mesure où elle n'est pas à l'équivalence de tout le monde. Ce n'est pas une équivalence pure et horizontale. Et ça, c'est quelque chose qui se rencontre très couramment, je veux dire, dans les collectifs à construction, je vais dire plutôt horizontale, avec une équivalence de la parole, avec souvent des processus d'intelligence collective qui servent à sortir d'un mode pyramidal où il y a une personne qui décide. Et ça, c'est tout à fait vrai et c'est très honorable. Moi, je trouve ça extrêmement riche. Et ça ne veut pas dire que la parole de chacun est équivalente. Et en particulier, du fait de cette position, cette personne, heu du fait de son histoire, pardon, cette personne a une position particulière et en fait, quand elle parle, ça a un impact particulier. Et ce qui se passait de spécial, c'est que cette personne ne se voyait pas du tout à cet endroit-là. Elle se voyait absolument comme les autres, non, bien sûr, elle voulait pas prendre le pouvoir, sur l'ensemble, c'est tout à son honneur, mais simplement juste de reconnaître
waouh, OK, je comprends l'influence que j'ai sur les autres. Et ça a été quelque chose de très important qui vient un petit peu en je dirais ça vient un peu se frotter avec une vision qui pourrait être idéale de: «On va tous être exactement horizontaux». Eh ben non, pas exactement. Ça empêche pas une équité de la parole ou une voix, une personne. Mais simplement, moi, ça m'a questionné tout de suite sur cette notion d'ordre parce qu'il y a un ordre qui existe et en avoir conscience, c'est aussi se permettre de ne plus être le jouet de cet ordre-là. Ouais, et moi j'ai envie de rebondir là-dessus parce que ça identifie clairement la notion de complexité en fait dans ce type de projet. Parce qu'on travaille, enfin je dis on, c'est la partie quand on accompagne des gens, des groupes, on travaille à des niveaux différents d'intervention, de compréhension du système. Pas juste ce qui est écrit sur les contrats, sur la convention, sur les valeurs. Il y a des endroits où il y a des paramètres tels que la personne initiatrice, que moi je nomme la personne source par exemple. C'est un concept qui a été travaillé et expliqué par Peter Koenig notamment. C'est la première personne qui initie la prise de parole autour de son projet. Et ensuite, ça va faire qu'il y a des gens qui vont venir s'y raccrocher. Il y a toujours une personne source dans un projet. Et ça se vit aussi dans vos schémas personnels, familiales, dans votre couple. Vous avez à un moment donné quelqu'un qui va plus être porteur de ben, c'est moi qui décide les vacances, donc c'est moi qui initie la discussion, et d'autres qui vont être plus sur ben, moi je suis plutôt sur la voiture, c'est moi qui initie la discussion autour de la voiture. Voilà, donc ce concept de personne source, il est inhérent à tout système. Et il est important de prendre en compte, notamment sur l'aspect systémique. Et là, ça se joue dans la notion d'ordre. Mais ce que ça peut permettre de comprendre aussi, c'est la notion de responsabilité inconsciente aussi et d'enjeux qui sont autour de ce rôle-là, qui ne sont pas mis en avant de prime abord. Mais quand on regarde la notion d'équilibre, en fait, le pilier de l'équilibre, eh ben, ce qui se passe, c'est que la personne qui a signé là, ce contrat notariat, notamment sur le terrain, inconsciemment, il prend une charge. Il se charge de quelque chose sur du temps et il prend des risques aussi, parce que c'est lui juridiquement qui est responsable. Et du coup, en termes d'équilibre, il y a une part qui est très très présente, mais qui n'a jamais été identifiée clairement. Voilà sur la notion d'équilibre. Et ce que ça montre aussi dans la notion d'appartenance, c'est que bon, la personne source, déjà, c'est un élément clé dans cette notion d'appartenance du système. Mais c'est surtout que si elle-même se met à tousser ou à vouloir sortir ou prendre du recul, ça perturbe d'autant plus tout le reste du système. C'est pas juste une personne lambda qui est là depuis 2 ans. Voilà. Et c'est un peu différent de quelqu'un d'ancienneté. L'ancienneté, c'est différent de la personne source. Des fois, c'est très souvent les mêmes, hein. Mais il y a des moments où, en fait, les personnes anciennes ont initié un moment, et il y a quelqu'un d'autre qui prend la notion de personne source, le rôle de personne source. C'est pas forcément le plus ancien, celui qui est le plus connecté à l'esprit du projet. Voilà. Bruno, du coup, tu peux nous traduire qu'est-ce que ça a donné ton accompagnement? Ouais. Ce qui s'est produit, donc les apports que tu viens de faire sont très éclairants, notamment sur l'influence de la personne source. Si elle tousse, tout le monde s'enrhume. Ça a aussi questionné ce point-là, la partie, appartenance, parce que quelque part, si jamais elle disait: «Waouh, je me demande si je suis encore dans le sujet», là, il y a tout le système effectivement qui se met à trembler. Ce que ça a amené, c'est d'abord de la reconnaissance mutuelle et de la reconnexion. Alors, de la part de la personne qui effectivement comprenait le rôle, quand je dis comprenait, c'est pas avec la tête, c'est comprenait dans ses tripes, le rôle et l'influence qu'elle a et l'importance qu'elle a sur le système. Et ça a permis aussi aux autres, je le formule comme ça, de comprendre pourquoi ça les touchait autant si pour eux, enfin si cette personne se sentait un peu moins bien, moins à l'aise, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a été, qui a amené en fait beaucoup plus de sécurité et de reconnexion et en fait, il y a de l'énergie qui s'est remise à tourner dans ce groupe et il y a eu envie de discuter des choses et en fait assez vite, même très vite, une reprise d'autonomie et ils m'ont dit très rapidement: «Bah, regarde en fait Bruno, ça y est, c'est OK, c'est bon, nous on a fait le tour, on continue. D'ailleurs, on a fait ci, on a fait ça» et voilà et quand j'entends ça, je me dis: «OK, effectivement, ça y est, l'énergie circule à nouveau et donc vous y êtes, donc le système reprend son autonomie, sa vitalité et on est reparti et ça fonctionne. Ce troisième cas, c'est un habitat qui lui est construit depuis à peu près 4 ans. Hem, les travaux sont terminés au moment de la demande et de l'intervention, et depuis, à peu près 2 ans, hein, au moment de l'intervention, il y a déjà, de la tension qui est là avec, d'un côté des personnes qui ressentent, de la frustration, de la rancœur envers
certaines autres personnes de l'habitat. Et puis il y a ces personnes-là qui, eux, je vais dire, se sentent cibles, heu, personnes ciblées, qui, eux, se sentent, rejetées, pas à leur place. Hem, Quand je dis cible, c'est pas du tout avec une valeur de jugement, c'est simplement pour prendre une convention et de dire: «Bah, j'ai le groupe et j'ai une cible». Voilà, donc le groupe, ils sont plus nombreux et la cible, elle est, moins nombreuse. Voilà. Hem Dans dans ce lieu-là, dans cet habitat, il y a eu là aussi un travail qui était fait sur la raison d'être, sur, déjà une charte, qui permet d'identifier des comportements, dans lesquels on a envie de se retrouver, on a envie de vivre. Donc, là aussi, il y a un travail humain clairement qui a déjà été, initié, travaillé, il y a un certain niveau de maturité. Voilà. Peut-être à noter dans la partie symptômes, hem, ce que j'ai pu comprendre, c'est que, dans c'est une des personnes, piliers, probablement la personne source, de ce projet-là, hem, qui se ressentait avec cette distance, comme cette frustration ou cette rancœur envers la personne cible. Donc vous l'avez compris juste avant, ça pèse pas forcément la même chose si c'est une personne pilier ou une personne source qui se trouve dans l'attention, je vais dire. Hem, Au niveau systémique, dans l'intervention, ce qui s'est fait, la première chose, ça a été d'abord de permettre de nommer ce qui était vécu, de nommer les émotions et c'est souvent un des points d'entrée parce que au moment où je suis en train de vivre quelque chose de fort dans un groupe, je suis aux prises avec ma propre émotion, l'autre personne en face de moi, elle aussi, et tout le groupe qui est autour, qui est peut-être pas directement concerné par ce que je suis en train de vivre, lui aussi le perçoit. Donc après, il peut y avoir du clan, du groupe qui se crée. En tout cas, l'émotion, elle est primordiale à accueillir et à nommer, et nous avons commencé par ça. C'est un des rôles du facilitateur, c'est de créer le cadre de sécurité qui permet que. Et il peut permettre que l'émotion s'exprime, il peut permettre que viennent en lumière des choses qui ont besoin d'émerger. En tout cas, premier travail du facilitateur, c'est ça, c'est J mettre en place la sécurité. j'ai Oui, envie de préciser que quand on parle d'émotions, c'est pas forcément des trucs qui sont impactants, ça peut être des célébrations, ça peut être des choses qui mettent en joie. C'est important aussi de le nommer. merci, merci Justin. Oui, effectivement, ouais. C'est pas juste l'archétype, vice versa de l'émotion débordante, l'émotion qui est forcément désagréable. Une émotion bloquée, éventuellement la joie, elle est bloquante pour la vitalité du système quand même. Donc, là, il y a Et quelque chose et et même à si je nommer. vais plus loin, c'est que ça touche la notion d'appartenance. C'est-à-dire que c'est pas juste des individus ou des objets ou des lieux qui sont concernés par les règles systémiques. C'est aussi peut-être des émotions. Si dans le système, personne n'arrive à se connecter à la colère, elle exclut du système. Du coup, à un moment donné, elle reviendra, forcément. Et notre travail, c'est peut-être si c'est dans ce canal-là, au niveau de la charge émotionnelle, qu'il faut aller la chercher, eh ben, elle va émerger. Ouais, donc ça, c'est la première règle d'appartenance. Et je vais rebondir là-dessus parce qu'effectivement, pour l'instant, là, dans 2 des accompagnements que j'ai eu à réaliser, la colère, en fait, n'avait pas sa place. Parce qu'on est bienveillant, parce qu'on est un groupe qui est en train de créer une société différente, parce qu'on a des visions communes et du coup, non, pas la colère. Bon, on pourra en reparler, mais en tout cas, l'énergie de la colère, elle est très importante à accueillir aussi et 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 ne pas l'accueillir, c'est se bloquer d'une très forte vitalité. Je ne vais pas en faire trop sur les émotions, mais en tout cas, cette dimension émotionnelle, ça a été le niveau 1 parce que si on n'accueille pas ça, quelque part, il y a tout un pan de vitalité qu'on laisse de côté. Donc ça a été le premier travail et le deuxième travail, qui a été fait, ça c'est des choses qui ont émergé, en constellation, ça a été des échanges sur, questionner le groupe sur ses propres règles. Parce qu'il peut y avoir une partie, voire la quasi-totalité du groupe qui se retrouve à dire: «Oui, mais non, lui ou elle, n'a pas sa place avec nous, il n'est pas comme nous, il est» et ça, on peut se retrouver, alors avec une personne cible, voire éventuellement bouc émissaire. Nous, ce qu'on fait, c'est que en tant que systémicien, on regarde bien l'ensemble et pas juste, la question de cette personne-là, c'est-à-dire est-elle adaptée ou non? Du coup, ce que j'ai questionné à cet endroit-là, c'était les règles. Quelles sont les règles de ce groupe? Parce que clairement, parmi les questions qui peuvent se poser, c'est la question de l'exclusion. Quand on dit appartenance tout à l'heure, comme parmi les piliers systémiques, appartenance ne veut pas dire
tout le monde est bienvenu. L'appartenance, ça veut dire j'ai les idées claires sur qui est dedans, qui est dehors et quels sont les critères pour entrer, quels sont les critères pour sortir. Voilà. Et du coup, clairement, ça pourrait poser cette question-là de, OK, est-ce que le groupe choisit d'exclure telle ou telle personne? Et en fait, parmi les premières questions, il y a quelles règles vous êtes-vous donné vis-à-vis de l'appartenance? Et typiquement, dans ce cas-là, il n'y avait pas de règles d'exclusion. Certains groupes en ont. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais enfin, c'est une réflexion qui est intéressante à avoir. Ce groupe n'a pas de règles d'exclusion. Et du coup, en termes de système, chercher à exclure une partie des systèmes sur des critères non évoqués, sur des critères sous-jacents, qui était le cas ici, c'était, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail pour des raisons de confidentialité. Enfin, il y avait plein de critères qui, eux, étaient affichés et ça correspondait. Et sur certains critères qui n'étaient pas affichés tant que ça ou pas si forts, là, ça correspondait pas trop. Bah, OK, mais c'est juste que si on met pas de clarté sur ces critères-là, qui peut-être sont majeurs pour cet habitat participatif, le fait d'imaginer exclure quelqu'un, là, pour le coup, ça peut créer une distorsion extrêmement forte dans le système. Aujourd'hui, cet habitat est encore en cours de travail et ça n'empêchera pas d'aborder ces questions-là qui ne sont pas des questions faciles. Mais en tout cas, la première question était: quelles sont vos règles? Et du coup, sur cette notion de frustration ou de est-ce que une telle ou un tel a sa place encore avec nous? S'il n'y a pas de critère d'exclusion, donc il y a zéro raison d'exclure. Après, on peut discuter, on peut échanger. Enfin, d'exclusion, c'est sûr que non. Et ce premier élément, cette première discussion, a commencé par ramener d'abord de la sécurité dans le système, en se disant, effectivement, on arrive à se parler, même si c'est douloureux. Et deuxièmement, est-ce que je risque de me faire jeter demain matin? Ben non, ou pas comme ça en tout cas. Et ça, c'est très important aussi. Là, je fais le lien, puis je te laisserai rebondir, Justin, sur la forme de la demande, donc qui demande et quel est le souhait de cette personne? Ben, il arrive qu'on ne vienne pas alimenter le souhait de cette personne-là, mais simplement mettre de la lumière sur le besoin du système. Voilà. En tout cas, dans ce cas-là, probablement que je peux imaginer avoir frustré la personne en me disant: «Oui, mais moi, j'ai toujours quelque chose qui ne va pas». Ben oui, c'est OK, mais juste d'un point de vue du système, est-ce que c'est juste ou non d'aller vers une exclusion? Et c'était aussi cette question-là que ça posait. Ouais, j'ai envie du coup de rajouter quelques apports autour de ça, notamment une règle qui va au-dessus des 3 autres règles, c'est que dans un système, tout est lié. À partir du moment où je contractualise où je suis dans un système, jusqu'à la fin, je suis lié au système. Alors, dans le schéma familial, en fait, on est lié par le sang, donc de toute la vie, on est connecté à papa-maman. Ça ne peut pas changer. Par contre, dans un contrat de travail, par exemple, dans un habitat partagé, à partir du moment où je signe mon contrat d'engagement et à un moment où je sors, bah voilà, en dehors, je ne suis plus lié directement. Et quand j'ai dit tout est lié, en fait, c'est la notion de l'iceberg que je nommais tout à l'heure qui fait le lien avec ce que tu évoques, Bruno, sur cette personne, elle vit une tension, du coup, elle appelle à l'aide un facilitateur. Et voilà, je suis la cible d'une potentielle exclusion, c'est pas OK pour moi, est-ce que tu peux venir nous aider? Eh ben, on peut prendre le regard juste, ben, c'est la tête de l'iceberg en fait, c'est le symptôme qui serait à travailler et on part sur un processus de médiation, par exemple, où là, les 2-3 personnes concernées discutent. Sauf que nous, dans notre intervention, on prend du recul bien plus large et on met en mouvement l'ensemble du système. Parce que cet iceberg-là, en tout cas la tête, le haut de l'iceberg, il parle simplement de ce qui se vit en dessous. Mais ce qui se vit en dessous au niveau de l'individu en lui-même, c'est-à-dire de sa propre histoire. Mais en résonance, peut-être que cet iceberg, lui, en fait, il est connecté à la banquise qui est juste à côté. Et la banquise, c'est l'ensemble du système. Et c'est qu'à un moment donné, il y a un warning qui s'ouvre dans le système, qui s'affiche, et c'est quelqu'un qui le porte, qui capte l'énergie de ce truc et qui devient un peu la victime ou le symptôme. C'est juste que bien plus vastement, au niveau du système, il y a un truc qui n'a pas été régulé, qui n'a pas été nommé. C'est comme si à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait paratonnerre sur une charge intérieure au niveau du système. Et donc l'intérêt de la systémique, c'est qu'on sort du contexte juste duel de la médiation. C'est l'ensemble du groupe qui va voir individuellement qu'est-ce qui se joue et qui permet de reclarifier ensemble du coup, les niveaux de compréhension peut-être. Et ça parle vraiment de tout est lié dans un système. Donc, s'il y a quelqu'un qui est en train de dire un truc, ou si je fais bouger chez quelqu'un, ça va bouger au niveau du système, ou si je bouge au niveau du système, ça bouge au niveau de l'individu. C'est ce que tu nommais dans ça dépend d'où vient la demande. Si c'est l'individu, si c'est le groupe qui le fait. Typiquement, euh, voilà aussi une clé de perception de pourquoi la systémique elle est super pertinente à cet endroit-là. Euh,
Et là, dans l'exemple que tu nommes, l'approche, elle permet quoi? D'amener de la clarté à la fois pour l'individu qui sollicite, à la fois pour l'ensemble du système du lieu, et ça les met en mouvement. Mais ça les met en mouvement peut-être dans un espace un peu d'activation, de confrontation et de prendre de la responsabilisation et de l'engagement. Ça veut dire que chacun maintenant, des fois, le système, c'est pas un groupe uni, c'est plus un nous, ça peut être un ensemble d'individus qui se rendent compte que il y a un déphasage et du coup, il faut retravailler chacun à partir de là où il est. Et donc, c'est un peu là ce que tu as permis, en fait, c'est qu'ils se remettent au travail entre eux-mêmes. C'est différent de reprendre tout de suite le fluidité de l'autonomie pour des gens qui sont déjà matures, des groupes qui sont déjà matures. Là, c'est voilà, c'est des phases d'apprentissage et notre intervention, elle permet aussi de remettre ça en route. Petit rappel euh, sur les 3 règles systémiques. Nous avons la notion d'appartenance. Donc, dans un système, tout le monde appartient au système. Il ne peut pas y avoir d'exclus. Donc ça sous-tend aussi ce qu'on voit souvent en termes de gouvernance et des processus d'entrée-sortie. Ça, c'est les invitations à clarifier. La notion d'ordre. Voilà, je suis arrivé le premier, le deuxième, le troisième, je suis plus ancien, j'ai un rôle peut-être à un moment donné qui est plus prépondérant que d'autres. Voilà où ça peut se jouer. Dans la fratrie, l'ordre, elle se joue entre moi, mes ancêtres, je suis plus petit que mes ancêtres, et je suis l'aîné de mes frères et sœurs. Donc ça, il y a des endroits où inconsciemment, il y a des trous dans la raquette et ça fait que ça se déséquilibre. Et dans un système, notamment d'habitat partagé, ça se joue aussi. D'autant que vous avez de la complexité souvent familiale aussi qui entre en jeu dans un habitat partagé. Donc ça vient vraiment s'entremêler et des fois, il y a besoin de détricoter ces 2 aspects-là. Et la notion d'équilibre entre le donner et recevoir. Voilà, comment je laisse circuler, qu'est-ce qui bloque l'information, l'énergie autour du système. Évidemment, c'est ce que je viens de nommer juste avant. Dans un système, tout est lié. Et à travers ces 3 cas là que Bruno vient d'expliciter, tout dépend en fait de où en est le groupe. À quelle étape d'avancement ils en sont par rapport à leur projet, quel est le niveau de maturité qu'ils ont, et est-ce qu'ils se sont déjà peut-être un peu questionnés sur ces piliers-là. Voilà. Alors évidemment, là, on est sur 3/4 d'heure, à peu près de présentation. On a effleuré le sujet, on pourra en parler des heures. C'est pour vous donner un peu une amorce sur l'ampleur et la profondeur de la thématique, de la vision systémique et des lois du vivant qui s'appliquent. Là, c'est un peu votre tour un petit peu de travailler ou de contribuer. Si vous avez des questions, en fait, on est preneur, ça nous permet, d'y répondre, 2, d'élargir un peu peut-être des choses qui ont été pas claires, et surtout, si vous avez des sujets intéressants, on a envie, si ça nous a plu aujourd'hui, de proposer d'autres types de formats plus tard. J'ai une première question de la part de Laurent qui demande donc s'il n'y avait pas d'ordre, notamment si l'ordre est multidimensionnel, donc leadership, savoir-faire, apaisement, vision, énergie, au lieu de linéaire, basé sur la chronologie. Donc, c'est non seulement complexe de le faire émerger, mais en plus, cet ordre change tout le temps. Alors, comment on fait avec Ouais, ça? ça me fait rire. Elles sont super ces questions. Ça montre bien la complexité de la problématique en fait. Ce qui est important, effectivement, c'est d'identifier l'aspect linéaire. Moi, ça, c'est un modèle qui est dans ma pratique, qui est inspiré de ce que je me suis formé en Hollande, notamment. Je me suis inspiré, en tout cas, de facilitateurs en Hollande. Et il identifie 2 axes de travail sur la construction d'un projet ou d'un système. C'est tout ce qui se vit dans le factuel. Voilà, à tel moment, on a signé le contrat de travail, à tel moment, on a signé le terrain, à tel moment, on a construit le bâtiment. Donc ça, c'est plutôt le matériel, le visible. Et tout le reste, en fait, c'est un espèce de génogramme, c'est comment l'histoire elle s'est constituée, qu'est-ce qui s'est vécu. Effectivement, ça bouge tout le temps. Ça veut dire que de temps en temps, il faut se remettre à jour de qu'est-ce qui est important d'identifier dans le groupe. Et donc, du coup, le multidimensionnel, il est partout, effectivement. Et en fait, c'est le type de symptômes et le type de ressenti et le type de déclencheur qui va nous donner la piste, nous, en tant que facilitateurs, à quel endroit on doit aller commencer de travailler sur le multidimensionnel, sur la règle d'ordre. Et je vous rappelle, c'est que tout est lié. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit par lequel on le prend, ça va faire une interaction et ça va bouger sur là où ça doit être. Bruno, tu veux compléter? Tout à fait. J'ai envie d'ajouter effectivement quelque chose, c'est que, c'est absolument pertinent. Oui, c'est multidimensionnel et oui, c'est complexe. C'est-à-dire, je ne sais pas lequel est le plus important,
il y a le leadership, l'ancienneté, c'est tout à fait vrai. Et puis il y en a encore plein d'autres, il y a encore plein d'autres couches qui sont imbriquées là-dedans. La bonne nouvelle, c'est que au moment où il y a je vais l'appeler comme ça, un blocage, ou que le système tousse, il y a un truc qui marche pas. En fait, le système, il a un besoin et c'est un certain axe de l'ordre qui a besoin d'être reclarifié, qui a besoin d'être reconnu. Et en fait, on n'a pas besoin de faire une rosace à 8 dimensions, pour faire, le leadership, pour voir tout. Non, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, au moment du travail, si c'est l'axe du leadership qui a été, je vais le dire comme ça, sous-reconnu, sous-estimé, alors qu'il y aurait besoin de reconnaître ce leadership, ça va sortir. Et c'est ça qui va se voir dans la constellation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir à la fois accueillir et reconnaître l'ordre du temps, peut-être l'ordre, d'une certaine hiérarchie, et peut-être que ça, c'est une nouvelle dimension qui n'avait pas encore été éclairée jusque-là, éventuellement la dimension du leadership, et reconnaître cette dimension du leadership, là aussi, ça permet à l'ensemble du système de se dire: «Waouh, ah oui, mais effectivement, le jour où on a besoin de leadership, ça vaut le coup de regarder sous cet ordre-là». Parce que sinon, l'habitude qu'on a, c'est de regarder tout le temps avec le même ordre. Et tout le temps le même ordre, alors là, je vais prendre l'exemple de l'entreprise, mais dans l'entreprise, c'est j'ai un chef, donc c'est lui qui décide de tout, donc il va aussi décider des décisions techniques et du contexte et des congés et du OK, sauf que quand on est en fonctionnement distribué et horizontal, c'est pas comme ça que ça se passe. Et à un moment, le vivant du groupe, peut-être qu'il a besoin de beaucoup de leadership, bah, c'est pas le plus ancien qui a le beaucoup de leadership, c'est quelqu'un d'autre, ou peut-être qu'à un autre moment, c'est une expertise métier super, et ben du coup, c'est quelqu'un qui a pas du tout de leadership, mais lui, il faut qu'il soit en numéro un, et ça, c'est très important. Donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement complexe, mais qui émerge et qu'on voit apparaître, dans la constellation. Et je crois que l'objectif, il est important. Enfin, en tout cas, c'est ma manière de travailler et c'est la dimension dans laquelle j'amène aussi l'approche des constellations. C'est pas de travailler forcément sur identifier clairement quelles sont les strates, quels sont les types d'éléments du multidimensionnel. C'est pas de faire l'arbre généalogique non plus de tout le système en fait, parce que pendant que tu fais ça, en fait, t'es pas dans le vivant. En fait, tu es en train de te clarifier pour être sûr que tu parles bien de la même base. L'idée, en fait, c'est de savoir que juste il y a des notions de règles et d'ordre qui existent. Et ça questionne peut-être à des endroits aussi la notion de rôle, qui est très proche aussi, que je peux mettre dans le pilier de l'ordre. La notion de rôle, il y a des moments, on a des rôles différents, on change de casquette, et que à un moment donné, dans la journée, j'ai plutôt un rôle peut-être de trésorier de l'association, et dans 2 heures après, c'est moi qui vais juste être garant de l'accueil des nouveaux arrivants. Enfin, donc tout ça, ça bouge. Donc le temps que tu passes à rédiger ça, en fait, ben, tu n'es pas dans ton rôle. C'est un peu ça. Par contre, l'approche systémique, elle te permet de voir à un instant T quel rôle est prépondérant et du coup, lequel est porteur ou pas de la dynamique et du symptôme. Voilà, en tout cas, ça, c'est ma manière de travailler. Et ça n'empêche qu'après, on peut l'écrire si ça a vraiment été un truc répétitif. Typiquement, c'est que c'est un symptôme systémique. Si c'est des déclencheurs qui reviennent, qui sont clairement identifiés très souvent, bah là, il faut aller encore un peu plus loin dans l'accompagnement pour voir de quoi ça parle. J'ai envie Cécile, vas-y, Bruno. Ouais, me semble-t-il, je crois pas qu'on ait encore d'autres questions. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser parce qu'on va bientôt arriver à la fin du temps. En tout cas, sur cette notion de rôle, hem, effectivement, par rapport à ce que tu dis, Justin, j'entends bien la différence qu'on peut avoir entre rédiger un espèce de bottin de 300 pages dans lequel tous les rôles sont définis, et là, effectivement, je suis pas dans quelque chose de vivant. Hem Et puis, le fait d'être simplement dans, bah, je le sens et donc je le fais comme ça. La vision que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il y a probablement besoin un peu des 2. C'est aussi en fonction des caractères des gens, et le fait de clarifier quels sont, par exemple, les rôles nécessaires. Tu parlais de l'accueil des nouveaux, par exemple. Peut-être que moi, cette année, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et j'ai envie de le faire. Ben, à un moment, on fait une réunion en groupe et je peux poser ça en me disant: «Bah, tiens, voilà, moi, pour cette année, j'aimerais vraiment bien faire un peu plus d'accueil des participants», et du coup, on en parle et c'est clair pour tout le monde et du coup, ça devient normal et compréhensible, que ce soit moi qui tienne ce rôle, et ça permet au moins de discuter. Bah, j'avais bien envie de le tenir aussi, OK, donc comment on s'organise avec ça? Donc, heu, ce que j'ai pu voir, c'est que dans les habitats participatifs, le fait de discuter de quels sont les rôles, de comment on les investit, pour combien de temps, en fait, il y a du collectif qui se crée à cet endroit-là. Parce qu'il y a de la discussion, en fait, c'est du partage de pouvoir. On est en train d'échanger sur comment va-t-on se partager la vie et le pouvoir du système. Voilà, c'était simplement cette partie-là que je voulais ajouter. Ouais.
Une Euh, précision demandée encore dans les questions? Moi, je vois la réponse que tu soumets là, et je vais essayer de compléter. Je ne sais pas qui est-ce qui a posé la question, mais C'est Laurent toujours, je la cite pour tout le monde, ceux qui ne seraient pas sur le chat. Donc oui, ouais. finalement, intervenir en facilitateur avec cette connaissance systémique permet de passer un obstacle, mais est-ce que ça peut aider la vie d'un collectif au quotidien qui en rencontre plusieurs par jour? Autrement dit, comment le groupe peut-il atteindre un état où les obstacles se résolveront d'eux-mêmes plutôt que par un outil, voire même où les tensions deviennent des richesses et non plus des difficultés? C'est exactement la thématique du vivant. Comment j'accompagne le vivant? Et de mon expérience, je peux vous en parler, mais c'est pas le sujet. Moi, j'ai envie d'abord de préciser un truc, c'est que quand Laurent, tu nommes un obstacle, oui, le principe de la systémique, c'est ça. C'est-à-dire que l'obstacle est porteur de la solution. Donc, si tu prends en considération que derrière la problématique, il y a quelque chose à y gagner, tu as déjà fait 3/4 du travail. Après, si tu te mets en mouvement avec le collectif, du coup, tu vas avoir des champs de perception complètement différents et complémentaires qui vont te permettre de voir vraiment avoir tout seul ta propre vision systémique. Tu n'as pas besoin d'un facilitateur à chaque fois, déjà. C'est quand toi-même tu es pris dans le propre piège de cette problématique ou que ensemble, vous n'arrivez pas à vous en sortir et que vous tournez en boucle. Ça, c'est le premier aspect que je veux préciser. Et pour moi, ça, ce que tu évoques en termes d'atteindre les d'être autonome, c'est ce que je comprends un peu. Pour moi, c'est de le vivre ensemble, de l'expérimenter ensemble. Et notamment, ça peut être le compléter par du travail ou des interventions en formation sur le leadership, sur l'intelligence émotionnelle, sur la notion de pouvoir. On accompagne beaucoup sur les principes systémiques, aussi la posture dans un groupe, c'est comment je me fais happer ou pas dans le groupe, comment je prends ma place ou trop ou pas assez dans le groupe. Donc tout ça, c'est les notions qui sont clés, essentielles et qui se travaillent aussi au long cours, hein. Nous, là, on vous a décrit notamment ce qui est vraiment ponctuel quand vraiment c'est chaud, par exemple, ou quand il y a besoin de construire et de consolider aussi sur l'aspect systémique un projet d'habitat partagé. Mais c'est aussi un processus qui dure dans le temps. Bruno? Je voulais ajouter simplement, dans ce que tu citais, la gouvernance, travailler la gouvernance. Donc ça, c'est effectivement travailler les modes de décision, comment on choisit qu'on va décider ensemble. C'est des choses qui se construisent dans le groupe. Et voilà, c'est une des pistes avec la communication, avec voilà, une des pistes qui est très, très aidante. Parce que le simple fait de se poser et de discuter de ça, ça génère du collectif. Et ça donne un élément de réponse pour Marie-Joseph. Salut Marie-Joseph. En quoi la systémique peut-elle remettre du mouvement et de la communication dans un groupe où tout semble figé et bloqué? Typiquement, c'est déjà de faire intervenir un tiers, en fait. Vous avez quelqu'un qui va capter peut-être où est le problème, ou en tout cas réguler, remettre un cadre spécifique sur un espace donné pour accompagner ce qui se vit dans le groupe ou ce qui ne se vit pas. Et le niveau de pertinence dans lequel nous on intervient, c'est qu'on est très très sensible à la dimension énergétique. Et quand on dit ça circule, c'est pas, on voit pas deux personnes qui marchent devant nous. C'est que dans le champ énergétique, il y a quelque chose qui se bouge. Typiquement, en fait, j'utilise souvent la parabole de quand vous faites du parapente, vous ne voyez pas les courants d'air. Et pourtant, vous flottez, vous novez, vous captez ça. Là, c'est un peu la même chose. Quand on arrive, nous, on a nos toiles et on capte du coup là où c'est bloqué, là où c'est tendu, soit chez l'individu, soit c'est au centre du groupe. Et du coup, le processus, il s'appuie beaucoup sur l'approche de la communication. On travaille beaucoup en communication non violente, entre autres, mais pas que. Et du feedback, de la restitution. Ouais, Bruno? Ouais, ouais, ouais. J'ai envie d'ajouter, parce que ça, c'est une thématique qui, il se trouve, me parle beaucoup. Je sais qu'on se ressemble beaucoup avec Justin là-dessus. Moi, Marie-Joseph, quand j'entends cette question, le premier mot qui me vient, c'est sécurité, sécurité, sécurité. En fait, le facilitateur, il met un cadre et il tient le cadre. Et en fait, qu'est-ce qui peut permettre que ça commence à se débloquer, à se défiger? Selon moi, c'est d'abord la sécurité. Et la sécurité qui permettra de faire ce qu'il y a à faire, sortir les émotions qu'il y a besoin, de parler des blocages qui sont peut-être insupportables à même évoquer en groupe. Eh ben, ça crée l'espace suffisamment sécurisé pour commencer à se dire, ouais, ok, en fait, on va vraiment regarder ça parce que c'est notre vrai problème. Donc, pour moi, le point central, au-delà de l'outil, c'est sécurité, sécurité. Et comme le disait Justin tout à l'heure, le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur, et quand je dis d'extérieur, c'est que c'est vrai pour moi aussi, c'est-à-dire que si je travaille dans une association ou dans un système et que je vis quelque chose, je suis incapable d'en être le facilitateur. C'est pas possible. Donc c'est pas une question de capacité, de connaissance, de savoir-faire. C'est pas ça. C'est juste que si je suis dans le système, j'ai un rôle, je suis pris, mon énergie, elle est intégrée dans le système, donc j'arrive pas à prendre du recul. Je peux le faire quand il n'y a pas trop de tension, mais quand ça commence à être pour des sujets simples,
Mais quand c'est tendu, effectivement, quelqu'un d'extérieur avec un regard neuf est vraiment très capable très susceptible d'apporter ce niveau de sécurité qui peut être nécessaire. Ouais. Et pour terminer, j'ai envie de revenir au centre de ce qui est aussi que sont les piliers. Quand tu nommes, ben, les gens ont du mal à communiquer, voire il peut y avoir du non-dit, du silence. Ça, c'est aussi un concept d'exclusion. Je tais les choses, c'est-à-dire qu'elles sont exclues du système d'une certaine manière. Quand il y a des tabous, des silences ou des non-dits, ça parle de la règle d'appartenance, notamment.